pardon, à emporter cet élan de réforme, alors il permet d'obtenir des résultats intéressants. Et cette volonté de réforme doit concerner aussi la politique de recrutement et de gestion des ressources humaines dès lors que le besoin s'en fait sentir. Le général de Gaulle a décrit autrefois à Alain Peyrefitte l'ambition qui avait présidé à l'instigation de Michel Debré à la création de l'ENA en 1945. Je cite le général de Gaulle: décloisonner l'administration, éradiquer l'esprit de caste, mettre fin à la cooptation et à l'hérédité qui faisait succéder les fils aux pères, comme dans les parlements d'Ancien Régime. Cette école, ajoutait-il, a mis en compétition les élites du pays. Elle a arraché le monopole du recrutement dont jouissait la haute bourgeoisie parisienne. Il y a des provinciaux, il y a des élèves de toutes conditions. Mais l'objectif de décloisonnement n'est pas atteint si des corporations se reconstituent. Cette belle ambition, consistant à recruter dans la transparence des fonctionnaires placés au-dessus des intérêts particuliers, sans prendre aucunement en considération leur origine sociale ou familiale, reste, mesdames et messieurs, un objectif d'une parfaite actualité. Elle ne concerne pas seulement l'ENA, bien entendu, mais toutes les écoles de la fonction publique. Pourtant, comme l'ont montré de façon précise Yannick Lorty, Olivier Roussel, le système des concours ne constitue pas aujourd'hui une garantie contre tous les risques de discrimination, ni a fortiori contre les risques de reproduction sociale. C'est la raison pour laquelle, Madame, les propositions que vous venez de nous adresser sont au cœur des préoccupations qui sont les nôtres et ne relèvent pas simplement de priorités qu'il conviendrait de suivre après les avoir triées, mais de l'urgence. Et c'est afin de lutter contre de tels effets que les gouvernements successifs, de toute sensibilité depuis une vingtaine d'années, ont adopté diverses mesures destinées à diversifier les profils des fonctionnaires. Ainsi, un troisième concours a été créé en 1990, afin d'ouvrir l'accès à diverses écoles de la fonction publique à des candidats issus du secteur privé ou associatif. Il avait suscité à l'origine bien des objections. Et ces résultats sont si probants que nous recherchons aujourd'hui les moyens de l'étendre. De même, les classes préparatoires intégrées ont été ouvertes afin de permettre à des élèves issus de milieux modestes de préparer les concours et tous les concours dans de bonnes conditions. Avant de vous rejoindre, j'ai pu m'entretenir avec des élèves fonctionnaires ayant suivi un tel parcours et qui m'ont confirmé tout le bénéfice qu'ils en avaient retiré pour eux-mêmes. Le parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale a ensuite été institué afin de permettre aux personnes les moins qualifiées, les plus éloignées de l'emploi, d'accéder aux emplois de catégorie C, sans leur imposer la barrière, souvent pour elles infranchissable, du concours. Nous devons aujourd'hui aller plus loin pour parvenir à une égalité réelle dans l'accès aux concours et aux emplois publics. L'enjeu est, mesdames et messieurs, considérable, puisqu'il s'agit de faire en sorte que la fonction publique, en s'ouvrant plus largement sur les diverses composantes de la société française, sache mieux tirer parti de sa richesse, comprendre les ressorts profonds qui l'animent et répondre, bien entendu, aux besoins des usagers. Je sais, Madame la Ministre, chère Annick, que vous êtes personnellement beaucoup impliquée pour favoriser une telle évolution. Et je souhaite que vous poursuiviez l'action que vous avez engagée en vue de rendre notre fonction publique plus représentative de la diversité de la société française. Il s'agit d'abord de faire adopter une charte du recrutement qui encadrera les procédures des employeurs publics et leur rappellera leur obligation de non-discrimination. Une deuxième série de mesures devra porter sur la création d'outils facilitant l'orientation et l'accompagnement des candidats vers les concours les plus adaptés à leur profil. Enfin, il me semble que devraient être introduites dans certains concours, à titre d'expérience, des épreuves permettant de mieux prendre en compte les capacités personnelles des candidats et qui s'ajouteront à la nécessaire évaluation de leurs connaissances académiques. Nous devons aussi approfondir notre connaissance des pratiques discriminatoires qui peuvent perdurer au sein de la fonction publique. J'ai donc demandé à Yannick Lorty de poursuivre ses travaux en effectuant une nouvelle campagne de testing et en analysant également les discriminations qui peuvent affecter les fonctionnaires dans le cours de leur carrière. Je m'adresse également à ceux d'entre vous
qui sont aujourd'hui à la tête d'une école des services publics pour leur demander de mettre en œuvre rapidement un plan d'action en faveur de la diversité. J'adresserai la même demande aux responsables des ressources humaines au sein des grandes administrations. Des résultats importants ont été obtenus ces dernières années à la suite de politiques volontaristes mises en œuvre pour améliorer la parité entre les femmes et les hommes, et nous pouvons tous nous en inspirer. Je voudrais encore évoquer certaines des recommandations contenues dans le rapport sur l'évolution de la fonction publique qu'a élaboré le Conseil économique, social et environnemental, dont je salue son président, Patrick Bernasconi, qui est aujourd'hui présent à nos côtés. Ce rapport préconise ainsi le développement des dispositifs de pré-recrutement dans le cadre des formations au concours, mais aussi le recrutement en cours de carrière à partir du secteur privé ou pour les titulaires d'un doctorat, ou encore l'encouragement des parcours croisés entre secteur privé et secteur public. Ce sont là des pistes de réflexion utiles et que nous allons explorer ensemble. Enfin, je n'oublie pas qu'incombent aussi à l'État des responsabilités en tant qu'employeur. La première d'entre elles consiste à protéger les fonctionnaires face au risque des violences verbales, physiques, auxquelles ils peuvent être exposés. Vous pouvez compter sur le gouvernement pour faire preuve de la plus grande fermeté à cet égard. Des mesures ont ainsi été prévues dans le cadre de la loi sur la sécurité publique afin de renforcer les garanties dont bénéficient les policiers et de renforcer les sanctions frappant ceux qui s'en prennent à eux. Cette nécessaire protection est inséparable de l'exigence d'exemplarité que nous devons avoir à l'égard de tous les fonctionnaires en toutes circonstances, et des fonctionnaires de police bien entendu. Car nous savons que lorsqu'il s'agit de l'action de l'État et de ceux qui l'incarnent, la faillite ou les manquements d'un seul peuvent aboutir à jeter le discrédit ou à faire peser la suspicion sur tous. Une deuxième responsabilité de l'État consiste à assurer aux fonctionnaires des conditions de vie convenables à tous les échelons de la hiérarchie, car si personne n'entre dans la fonction publique pour y faire fortune, et c'est là sa grandeur, nous ne devons pas moins proposer aux fonctionnaires des carrières attractives en contrepartie des efforts qu'ils fournissent. C'est pour cette raison que le gouvernement a décidé de mettre fin au gel du point d'indice en juillet dernier et qu'il a à nouveau augmenté de 0,6% le 1er février. Et Madame la Ministre, je dois la vérité de dire que cette décision vous doit beaucoup personnellement. C'est aussi pourquoi le protocole parcours professionnel, carrière et rémunération prévoit une revalorisation pour tous les fonctionnaires, quelle que soit leur catégorie, sur plusieurs années jusqu'en 2020. Il constitue une juste reconnaissance de leur investissement au service de nos concitoyens. Mesdames et messieurs, vous avez fait le choix de servir l'État et de travailler au service de nos concitoyens. Servir l'État, c'est faire en sorte que les habitants de notre pays puissent y vivre en sécurité, que leurs enfants puissent bénéficier d'une éducation de qualité, que l'offre de soins médicaux réponde à leurs besoins, que nos entreprises puissent trouver un environnement favorable à leurs projets, que notre pays tienne son rang en Europe et dans le monde. Bien sûr, vous n'avez pas choisi, pour embrasser cette carrière, un moment des plus faciles, j'en ai conscience. Notre pays doit faire face aux menaces qui pèsent sur sa sécurité et plus largement à tous les désordres du monde. Le chômage commence à reculer, la croissance donne des signes de reprise, nos comptes publics peu à peu s'assainissent, mais comme tous les grands pays développés, nous devons encore faire des efforts pour adapter notre appareil productif au contexte de la mondialisation tout en préservant absolument notre modèle social. Nous devons réussir l'immense chantier de la mutation écologique, conformément aux engagements et aux promesses de la conférence de Paris sur le climat. Enfin, la construction européenne qui a représenté pour des générations de hauts fonctionnaires à la fois une source d'émulation, de motivation, une ambition collective traverse une phase aiguë d'incertitude à la suite du Brexit. Ce sont des défis de cet ordre et sans doute bien d'autres encore que l'État devra relever et auxquels vous allez vous atteler vous-même au cours d'une longue carrière. Mais ce ne doit pas être pour vous une source d'inquiétude que l'ensemble de ces défis. Plutôt une raison de
persévérer dans le choix que vous avez fait, avec la certitude d'accomplir une œuvre utile pour votre pays, indispensable à vos concitoyens. Je voudrais profiter d'ailleurs de ce moment à Strasbourg pour redire la foi qui est la mienne dans le projet européen. On ne peut imputer à l'Europe tous les maux des sociétés, des États qui la composent. Dans le projet européen, les pères fondateurs ont mis toute la foi qui était la leur dans la possibilité de sortir du cycle infernal des conflits et des guerres, dont l'histoire souvent tragique en Europe nous avait apporté la démonstration qu'elles charriaient avec elles leur lot de tragédies, de morts et de souffrances. Et ce projet européen, nous avons encore aujourd'hui le sentiment que nous pourrions vivre avec lui pour longtemps, pour toujours, parce que pour beaucoup d'entre nous, nous n'avons rien connu d'autre que cette construction européenne allant son chemin, s'approfondissant, se confortant. Et pourtant, jamais autant qu'aujourd'hui, depuis les débuts de la construction européenne, le projet européen n'a été aussi fragile. Et si nous devions, dans les mois qui viennent, dans les principaux pays de l'Union européenne, rencontrer une fois de plus l'aventure populiste, alors ce serait toute la construction des pères fondateurs de l'Union européenne qui s'en trouverait compromise et détruite, avec toute la part d'aventure, d'incertitude, de désordre qui en résulterait. Je voudrais aussi vous dire, pour ceux d'entre vous qui, nombreux ici, êtes dans la passion de l'exercice de l'État, qu'il n'y a pas de plus belle mission dans une vie, et j'en sais quelque chose pour y avoir consacré la mienne tout entière, que le service de l'État, que la passion de l'intérêt général, que la recherche de cette forme de transcendance des égotismes, des égoïsmes, des intérêts particuliers, des recherches de satisfaction pour soi-même, que le bonheur immense au nom d'une certaine idée que l'on a de son pays, et dans ce pays qui est la France, de l'État, parce que l'État en France a préexisté à la nation et que la nation s'est incarnée dans l'État, servir l'État au nom de l'intérêt général, c'est être capable, y compris quand on exerce ma propre responsabilité, de s'effacer un peu devant l'État, non pas pour se soumettre à sa bureaucratie ou à ses fonctions,